Sommet et Collet, le balado du 1er février 2023. Si aujourd'hui, le Québec est sillonné de sentiers de randonnée entretenus et balisés et qu'on a notre sentier national, c'est un peu beaucoup à cause de lui. Je te présente Réal Martel. Sommet et Collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Hey, salut tribu de randonneurs, content d'être avec toi pour un autre balado Sommet et Collet. Vraiment, tu vas voir aujourd'hui, on a un super beau programme, très, très intéressant, autant du côté de la rando, autant du côté de la bière. Et on me demande toujours de me présenter, je vais le faire un petit peu à la fois dans chacun des balados. Aujourd'hui, je vais juste vous dire que je suis animateur d'Alexis le Randonneur à TVA et que je chronique plein air à Salut Bonjour, tout comme l'ami à mes côtés d'ailleurs. Salut Sylvain Bouchard. Bonjour Alexis. Sylvain qui est sommelier en bière, faut-il le rappeler. Et aujourd'hui, comme je le mentionnais, on a un programme fort intéressant. On va parler de malt. De malt, de grains, les blondes, les rousses, les noires. Pourquoi c'est faire? Ouais, on n'en dit pas plus pour le moment. Là maintenant, je vais passer à la présentation de mon invité. Un invité, je dirais, je sais pas si ça se dit, hein, pas piquer des verres. Oui, tout à fait. Écoute, suite à une expédition à la terre de Baffin en 78, OK, il devient membre du club de montagne Le Canadien. Pas le Canadien de Montréal, là. On s'entend. Avec lui, il découvre les Pyrénées, l'Appalachian Trail et surtout l'entretien de sentiers. Il prend éventuellement la présidence de la Fédération québécoise de la marche, qui est aujourd'hui Rando Québec là, pour les plus jeunes. Et au début de l'année 90, il lance le développement du Sentier national du Québec, qu'on appelle affectueusement le SNQ, car il aime les grands sentiers et la nature riche de la province. Pour le brancher au Sentier transcanadien, le Conseil québécois du Sentier transcanadien se met sur pied et il le préside pendant 5 ans jusqu'en 2001. Depuis plus de 36 ans, il est bénévole en entretien et développement des sentiers. Et fait extraordinaire, l'ex-gouverneur du Canada, David Lloyd Johnston, lui dit lors d'une inauguration de sentier en lui serrant la main qu'il était le plus grand développeur de sentiers au Canada. Wow! Ben, tabarouette, on l'a sur Sommet et Collet, et c'est une sommité. Réal Martel. Salut Réal. Bien, bonsoir. Alors, on va commencer avec le commencement, comme dirait l'autre. On est originaire de quel endroit? C'était Mackayville. Ah ben là. Ça vous dit pas grand-chose? Mais moi, oui. Hein? Je suis de Mackayville. La flèche? Ben oui. Ah ben arrête donc. Écoute, ça non, mais n'a pas de bon sens. C'est pas arrangé avec le gars des vues. Continue. Je disais, Ah ouais, le ouais. nom, il dira rien à personne. Là. Ah ben là. Ben, dans les faits, avec tout mon respect, j'ai pas ton âge, mais je connais Mackayville. OK. C'est bon. Donc, Mackayville, là, pour les innocents comme moi, ça vient, c'est d'où, ça? C'est, après Mackayville, ça s'est nommé La Flèche. Puis après ça s'est nommé Saint-Hubert. Puis maintenant, c'est Longueuil, un quartier de Longueuil. Fait que mon père a déménagé. En fait, avant ma naissance, ça s'appelait, je crois, c'est Saint-Antoine de Longueuil. Mais ça a changé, sans déménager, sans changer d'adresse. Je suis toujours dans la même maison. Ouais. Il a habité dans 5 villes différentes. Incroyable. Et là, t'as pas 110 ans, là. Il faut le dire. Non. Hein, ça a changé vite avec les fusions, d'ailleurs, là, des villes et tout ça. Et ben le temps, évidemment, c'est ce qui se passe. Donc Rive-Sud de Montréal. Oui, exactement. et c'est là que... Ben, c'est peut-être pas là, mais ton père t'a initié jeune à la chasse et à la forêt. Oui, on jouait un peu dans la forêt parce qu'il y avait plus de forêt que de maisons dans mon coin. Et puis, on s'amusait. On avait développé un petit jeu dans le temps là, à déshabiller des arbres. On enlevait l'écorce aux arbres. Là. Puis là, on a regardé aller ça, puis on a dit, non, on va arrêter, on va changer de jeu à la place. Et puis, après un an, et puis petit à petit, oui, mon père, c'était un petit chasseur.
c'est pas un grand chasseur parce qu'avec 10 enfants, il n'avait pas le temps d'aller à la chasse à chaque année puis passer beaucoup de temps à la chasse. Mais il nous a donné le goût quand même. Mais j'imagine qu'avec 10 enfants, rapporter de la viande, c'est pas négligeable quand même. Non, c'est ça. Mais je me souviens pas qu'il ait réussi à tuer un animal. Il allait là plus pour se changer les idées parce qu'il travaillait à ces machineries lourdes. Il avait besoin, il trouvait pas sa bulle, mais là, il a trouvé sa bulle là-dedans. Puis au fil du temps, c'est là que tu as développé cet amour de la forêt? Ah oui. Là, j'ai accroché dur avec la chasse là, pendant une vingtaine d'années. Mais il y avait de quoi qui m'accrochait, là, puis c'était le contact avec les chasseurs qui m'accrochait. Fait que j'ai découvert la randonnée pédestre. Et là, tu me dis ça, même si tu étais toi-même un chasseur. Oui, exactement. Mais la randonnée pédestre, j'en avais beaucoup dans mon milieu qui étaient des chasseurs et des randonneurs aussi en même temps. Mais le contact entre les randonneurs et le contact entre les chasseurs m'a fait basculer vers la randonnée pédestre. J'ai dit non, je vais laisser faire la chasse et puis je vais continuer avec la randonnée pédestre. J'ai fait à peu près pendant 4-5 ans les deux. Là. OK. Puis, c'était quoi le problème avec les chasseurs? C'était une question, je sais que souvent, on entend ça, ils défendent leur territoire. C'est ça, ils ont leur territoire, il ne faut pas mettre le pied sur leur territoire, tandis que nous, les randonneurs, on est contents de se voir, puis surtout moi, je l'avais dans l'âme, le goût de partager des sentiers, puis d'inviter du monde, des marchés, puis c'était exactement l'effet contraire d'un chasseur là, qui aime. Dans le temps que je chassais, je voulais pas voir personne non plus, là, mais j'étais pas mauvais, là, je faisais juste des signes, puis on s'entendait bien avec un sourire, mais on se comprenait, là, on prenait chacun notre côté, puis on se dérangeait pas. Mais il y en a d'autres que c'était pas toujours avec un sourire. Là. Ils ont les dents serrées. Là. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Réal. Je le dis souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que je parle souvent de tribu, où c'est vraiment une belle communauté, la communauté de randonneurs. Tout le monde s'aide, tout le monde se parle, tout le monde se partage ses trucs, ses conseils. Puis quand on se rencontre, effectivement, on est content, on va prendre une petite bière après. Ouais. Juste une anecdote, moi, cette semaine, je croise au début d'un sentier un gars qui fait du ski de rando, plus vieux que moi. Pas mal. Puis on commence à jaser comme ça. Finalement, on se raconte pratiquement à peu près tout ce qu'on a fait tous les deux. Puis on a un paquet d'amis en commun. Puis finalement, je fais pas la rando tout de suite. Je vais prendre une bière avec le gars pour revenir à la rando après. Je fais jamais ça d'habitude. C'était vraiment exceptionnel. Mais on a eu je sens que je commence à avoir de l'influence sur toi. Ouais, peut-être un peu trop. On a eu un fun fou, tu sais, à se découvrir justement des liens et des racines communes. C'est vraiment ça. Je pense que ce moment-là, c'est drôle, c'est un bel hasard, mais ça exprime vraiment bien ce que tu mentionnais. Oui, puis en plus que un chasseur, en fait, il fait pas beaucoup d'exercices. C'est pas vraiment sain pour la santé ce que j'ai trouvé, moi. À moins de faire de courir après du gibier, là. Oui. Puis encore, tandis qu'un randonneur pédestre, là, ben, s'il veut atteindre certains sommets ou certains, ben, c'est pour l'activité physique, c'est extraordinaire, ça. La santé a changé après. Ouais, il y a des chasseurs actifs, puis il y en a qui vont utiliser des caches, par exemple, puis s'écraser là pendant plusieurs heures. Effectivement, c'est... Je l'ai déjà fait pendant une semaine de temps dans une cache dans un arbre. je sais ce que c'est. Dans les faits, aller prendre une marche pour se dégourdir. J'y allais le midi. Le midi seulement, de midi à 1h, j'allais prendre une petite marche. Là. L'appel du lunch. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la rando, Réal? Moi, dans la randonnée pédestre, la chose que j'aime le plus, c'est c'est la perpétuelle découverte. Même si ça fait 5, 6 fois ou 30 fois que je fais le même sentier, je découvre toujours quelque chose. Puis c'est vivant, ça change. Ça, c'est une chose que je vais chercher. Puis je vais chercher aussi une bulle là-dedans. Et puis, ma bulle, je l'ai là. Si je veux être avec des amis, je le suis. Si je veux être dans ma bulle avec eux autres, je marche un peu plus vite ou un peu plus lent, puis je le suis dans ma bulle. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on va chercher. Un contact aussi avec la nature, ça peut être avec les animaux, les oiseaux, là. Mais les arbres m'énergisent. Je ne sais pas si ça se peut, mais en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Semble-t-il que c'est vrai. Tout à fait. Je le sens. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vas faire des câlins aux arbres à l'occasion? Avec mon dos, oui. C'est une tendance, je dis ça comme ça au passage. Embrasser un arbre. Oui, embrasser un arbre, prendre un temps de vraiment de le prendre dans ses bras puis de se coller jusqu'à se coller la joue sur l'écorce. Là. J'aime pas utiliser des termes anglophones, mais des fois, il y a des termes anglophones qui n'existent pas en français. Se grounder, prendre un arbre dans ses bras, tu peux pas être plus groundé que ça. Tout à fait. Puis tu sais, il bouge l'arbre, là. On le sent, puis c'est ça, il y a une énergie, il y a un transfert d'énergie.
Tes premières expériences, comme beaucoup, ça a été, entre autres, le Mont-Albert au Québec, le Mont-Washington. Explique-moi un petit peu comment c'est venu ces plus hauts sommets. Oui, on est parti 2 couples, puis là, on s'en est... Excuse-moi, on est en quelle année? En 72, 73, je Alors, il n'y a rien de trop balisé encore, là. Ah, il y en avait quand même, comme on a fait le Mont-Albert, mais c'était très bien balisé. OK, là. Déjà. Mais quand même, on partait avec notre tente, puis on couchait sur le sommet du Mont-Albert aujourd'hui. C'était le début des parcs nationaux quand même Avant au les Québec. CEPAC. Oui, c'est arrivé un petit peu après les parcs. Je pense que c'est 5-6 ans après, mais je ne suis pas certain. Mais déjà, c'était quand même balisé. Puis c'est sûr que Mont-Washington, ils ont un long historique là-bas, justement, d'entretien de sentiers, puis de développement de sentiers. Donc, c'était pas un problème. Mais donc, Mont-Albert, c'est ta première grosse. Oui, et ça a resté dans mon cœur. Je trouve que c'est une des plus belles montagnes du Québec. Elle a resté gravée, celle-là. Là. Et pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que c'est une première, une découverte d'une montagne assez haute quand même au Québec. Et puis, il n'y a pas d'arbres au sommet. Puis, du sommet, on a aperçu quelques bateaux passer sur le fleuve. On est quand même à une bonne distance. Et puis, on a vu des caribous au sommet. Oui. Et puis, on a vu aussi un petit lapin qui courait autour de nous autres. Et puis, c'était une belle découverte quand même pour moi. Là. Puis, on a beaucoup aimé cette montagne-là. Là. C'est marquant. Est-ce que tu avais fait le sommet ou la boucle complète à l'époque? Pas la boucle complète. Non, on est allé au sommet puis on est revenu sur nos pas. Là. Et là, tu étais en jeans pas en gogoon à ce moment-là? Pas en gogoon. C'était régulier. Non, mais c'était régulier des années 70 de voir ce genre de truc. Peut-être en jeans, je me souviens pas, mais j'avais des bonnes bottines parce que j'étais habitué à la chasse quand même. Puis j'étais habitué à camper dans le bois. Là. T'étais équipé. T'étais pas seul à ce moment-là? Non, on était 2 couples. Puis il y en avait qui étaient moins équipés que moi, puis il y avait des sacs à poignée. Qui avait les bras très longs rendus à la fin de la journée. Ça s'allonge avec le temps de la chaleur. Et donc, Mont-Albert, super expérience en Gaspésie. Avant d'aller du côté du Mont-Washington, est-ce qu'il y a d'autres sommets ou d'autres trucs que tu avais fait dans ce coin-là, dans cette région-là? Pas beaucoup de sommets, non. Des petits, là, mais je m'en souviens pas. Là. C'était plus pour aller voir un petit point de vue ici, petit point de vue là. C'était la découverte aussi de la Gaspésie, mais aux États-Unis, on avait fait quelques-uns quand même, des sommets pas pires à faire. Je me souviens pas c'est lesquels, pas du tout. Okay. Mais ce qui est drôle, quand on a fait le Mont-Washington, c'était en plein été. Puis on est parti à 3 pour coucher 2 jours faire la traversée de la partir de... La traversée des présidentielles. Oui, c'est ça, mais pas pour un 3 jours. Là. Ouais. C'est le Crawford Notch, je pense, jusqu'à de l'autre côté. Et puis... le premier, on est parti avec rien dans nos gourdes. On va boire en chemin. T'sais. Et puis, fait que le premier ruisseau, non, on peut pas se mettre du poids sur le dos. Et puis, rendu vers le milieu ou fin d'après-midi, là, on a vu qu'il y avait des coureurs de sentiers qui passaient. Puis, il y en a un qui a fait un demi-tour, il est venu me voir. Il a vu que je commençais à en avoir besoin. Il m'a offert sa gourde de coureur. Oh, là, j'ai compris quelque chose, parce qu'il n'y avait plus d'eau après le ruisseau qu'on a vu en bas, là. On a appris beaucoup. Ouais. Ah, c'est clair. Puis dans ce temps-là, en plus, justement, il y avait même pas Internet. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'en va faire le Mont-Washington, il google ça, puis il y a un paquet d'informations pour préparer sa sortie. C'était pas le cas à l'époque, là. Oui, exactement. Mais quand même, on avait quand même, avec le livre de l'Appalachian Trail de ce coin-là, on avait quand même assez d'informations. Puis, une autre anecdote aussi, en redescendant de l'autre côté, il y avait un couple âgé, plus jeune que mon âge actuel, qui descendait la montagne. Et puis, rendu en bas, on s'est étendu dans le gazon. On était un peu fatigués après notre 3 jours. Et puis là, eux autres ont rentré dans le motel. Fait que là, on s'est dit en farce, eux autres, là, ils rentrent, là, puis ils vont sortir dans 2 jours. Mais 15 minutes après, il sortait, puis il allait faire du jogging sur la route. Fait que là ça m'a dépassé. Il y a de quoi faire, là. Il est temps que j'embarque dans quelque chose. La vie peut être longue et belle. Oui, c'est ça. Surtout quand on est en forme. Oui, je vais juste revenir un peu sur le Mont-Albert, faire une parenthèse. C'est les derniers retranchements du caribou forestier. Maintenant, on peut les observer, puis c'est une aire qui est protégée parce que le vrai sommet du Mont-Albert n'est pas accessible. Là où on arrive en haut, c'est un sommet, mais qui est un petit peu plus bas que le réel point le plus élevé.
si vous voulez voir des caribous forestiers, vous avez de bonnes chances, en tout cas encore, d'en voir, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Mais je vous le dis, ça vaut la peine. J'espère que le gouvernement, puis c'est pas un balado politique ici, mais j'espère que le gouvernement va prendre des mesures efficaces pour protéger, parce que vraiment, il s'en retourne, comme on dit. Bon, Washington, donc, comment ça s'est passé? Vraiment. C'est avec la même couple, quoi? Vous êtes les deux couples? Non. J'étais avec mon beau-frère. Puis, on regardait si on était capable de faire un beau petit trip ensemble. Parce que ça mijotait déjà un peu dans notre tête de faire de quoi de plus gros. Puis, à la fin de cette fin de semaine-là, on a dit, ouais, on est capable de faire quelque chose de plus gros. Puis, on avait lu quand même quelques articles d'André Laperrière dans ce temps-là, puis que j'admirais là, énormément. Et puis, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on va se réunir un groupe, on sera capable de faire quelque chose dans notre pays. On ne voulait pas sortir du pays. On a dit, on va commencer par notre pays. Parce que si on s'en va ailleurs, on ne voudra plus revenir ici ou je ne sais pas. Là. Ouais. On a dit, on commence ici, puis après ça, on ira voir ailleurs. Et puis, on a regardé les voyages les moins dispendieux, mais à la Terre de Baffin, dans ce temps-là, c'était un peu plus cher que d'aller en France, les marchés sur un GR. Ça fait que, on a dit, on va le faire quand même parce qu'on commence pas au bas de l'échelle, mais on commence chez nous d'abord, là, puis après ça, on va pouvoir comparer avec le reste. Wow! Le reste du monde. Et là, moi, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais je commence à avoir soif, par exemple. Oui. Réal, qu'est-ce que je peux te servir à boire? As-tu un cola? non, c'est parce que je touche pas à ça. Non, le cola, j'essaie le moins possible, mais je peux peut-être te suggérer une petite bière assez douce qu'on appelle une saison. C'est des bières très faciles à boire. Unibrou en a une qui s'appelle la Saison Libre. Ça a juste 4% d'alcool. Ah, ça m'intéresse, ça. Ben, fantastique. On a sorti ça au printemps 2022. Très bon vendeur, ouais. Ça va bien, c'est léger, facile à boire, rafraîchissant. Le genre de bière, probablement, qu'on a le goût de boire quand on croise quelqu'un en descente de montagne puis qu'on a oublié de ramasser de l'eau en montant. Hey, moi, Sylvain, ça va être une ceci n'est pas une fin du monde. Yeah, je te sens ça avec plaisir. Et puis, pendant que tu fais ça, je vais juste vous dire, chers auditeurs, que sur mon site, j'ai des raquettes qui sont disponibles, qui viennent d'arriver, des MSR Evo Ascent. Je sais que plusieurs d'entre vous en cherchez. C'est pas mal out of stock partout, mais moi, j'en ai 3 paires. Donc, faites ça vite si vous en avez besoin. J'ai même sorti une vidéo, un petit review sur la raquette elle-même. Donc, allez voir ça dans la section vidéo de mon site alexilerandonneur.com. Et les raquettes sont disponibles sur la boutique randonneur.ca. Et j'ai des chaussettes de rando aussi pour l'automne-hiver qui me reste quelques-unes, mais c'était parti comme des petits pains chauds. Là, il en reste quelques-unes si vous le souhaitez. Et une nouveauté ce mois-ci, les guêtres de la compagnie Kahtoola. Donc, quand vous allez vous promener dans le hors-sentier et que la neige entre dans vos bottes, ça rend pas toujours heureux. Là, avec les guêtres Kahtoola, vous allez être en business. Allez voir ça sur randonneur.ca. Hey, messieurs. Santé. 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 Moi, j'ai pris une fin du monde. Fin du monde. Fin du monde, début des sentiers. Toujours bon. En tout cas, quand tu as soif, c'est encore meilleur. Oui. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours soif. Elle est très bonne, hein? Elle est légère et très bonne. Fantastique, c'est ce que je te proposais. Donc, tant mieux si t'aimes ça. Yes. Là, on va retourner à la terre de Baffin, mais avant, je veux parler d'André Laperrière que tu as évoqué. Ouais. Parce que André Laperrière, c'est un gars quand même qui est pas tant connu, hein. Je sais pas si j'ai raison de dire ça, mais en tout cas certainement pas chez les plus jeunes aventuriers. André Laperrière, il a un parcours quand même assez incroyable. Commencé très jeune, hein. Déjà en 76, là, c'est la première expédition québécoise en terre de Baffin, puis c'est probablement celle-là qui t'a influencé, Réal, dont on va parler. Il a, les amis, imaginez-vous, ouvert la voie d'Ali, donc 22 longueurs en style traditionnel, donc sur une paroi terre de Baffin. Il a fait 1600 km en ski de randonnée de Mastigouche à Kaniapisco en 100 jours. Ça, c'est en 77. Il n'y a pas de Gore-Tex, là, encore, là. Non, c'est ça qu'il faut se dire, là. C'est pas le même équipement qu'aujourd'hui, quand même, ce qui rend la chose quand même plus difficile, un peu moins gérable, disons-le comme ça. En 80, il a fait la traversée du Québec en ski de randonnée du sud au nord sur 2000 km de Mont-Tremblant à Coudjouac en 133 jours.
Blabla. Hey, ça finit pas là. Chaque année, à peu près, il y a quelque chose. Il a fait l'ascension du pilier ouest-nord-ouest sur l'Annapurna au Népal. Il a fait une expédition solitaire en ski de randonnée sur 800 km au Québec. Bon sang, il a fait le mont McKinley en 93, une tentative sur la voie normale. Ascension du mont Cotopaxi, 5897 mètres, ça c'est en 99. Et moi, en faisant des recherches sur lui, je suis tombé sur un film qui a été produit qui s'appelle Everest Millennium, qui met en vedette André Laperrière et quelques comparses, dont Bernard Maillot, pour ceux qui connaissent nos alpinistes ici au Québec. Ben intéressant. Et ça, c'est gratuit, c'est disponible sur l'Office national du film. Bref, allez jeter un petit coup d'œil, je ferme la parenthèse. On revient à nos moutons. Donc, Terre de Baffin, là, on est excité par l'expérience d'André Laperrière, puis nous aussi, on veut y aller. Exactement. Je me suis dit, c'est accessible, c'est dans notre pays, puis mais c'est pas réellement notre pays parce que c'est complètement contraire de ce qu'on vit, nous, ici, dans le Sud, là. C'est un autre monde, si on peut dire, là. Fait que on avait hâte de faire ça. On s'est organisé. On était 9 personnes, mais toutes par petits groupes de 2 ou 3. Parce que c'est notre première expérience avec un groupe, puis on a dit, si toutefois ça ne fonctionne pas, on va pouvoir se détacher, puis on est tous indépendants. Fait qu'on est parti, on s'est rendu à Pangnirtung, qui était le village du début de notre expédition. Et puis on a embarqué dans un bateau jusqu'à l'entrée du parc Ayo-Ituk. Et puis de là, on est monté jusqu'à Summit Lake, jusque là où on ne monte plus. Après, c'est la descente vers Broughton Island par l'autre côté. Mais là, on fait ça comment? Là? Une portion en motoneige, une portion en ski avec les traîneaux? Comment ça marche? On a embarqué dans un bateau qui nous a emmenés jusqu'à l'entrée du parc. Puis de là, c'était la randonnée pédestre pure dans la roche. Mais c'est tellement joli, la roche, les fleurs. C'est vrai, on est en période estivale. Là, fait qu'il y a oui, pas c'est de, ça. Il y a la clarté 24 heures par jour. Du vent, de la roche, des fleurs, puis des glaciers. C'est magnifique. Un autre monde pour moi. Là. C'est une expérience qui est mémorable. Hein? Ah oui, extraordinaire. J'y suis retourné d'ailleurs, je pense, une quinzaine d'années après, pour guider un groupe. Là. Et puis, on a refait exactement la même chose. C'était une réussite. Donc, c'était vraiment d'aller faire de la randonnée, de l'exploration là-bas, mais en randonnée pédestre. Oui, exactement. Il y a beaucoup de monde qui allait là. Moins de Québécois, mais ça venait de plusieurs pays qui venaient là. Ouais. Des Japonais, des Allemands, des Suédois. Là, on était en longue randonnée, donc c'était de la longue randonnée, vraiment, vous êtes en camping. Là. Exactement. La première nuit, ils appelaient ça le lac des Vents. Et puis, on s'est réveillé, puis la toile, le sommet de notre tente était à côté sur notre nez. On a dit, le lac des Vents, là, on sait c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire ici, là. Il n'y a pas d'arbre pour se protéger. L'arbre le plus haut que j'ai vu là-bas, il y avait 3 pieds de haut parce qu'il était à côté sur une roche à l'abri du vent. Protégé, c'est ça. Impossible. C'est balayé complètement là-bas. Ouais, c'est ce qui fait que c'est un autre monde. Exactement. Entre autres, hein, c'est du vent sans arrêt. On revient avec quoi? Je vais dire qu'est-ce qu'on va chercher, mais on revient avec quoi d'une expédition comme celle-là? Le goût d'aventure, on a vu qu'on était capable de faire ce que André Laperrière avait fait, peut-être pas à la même vitesse, mais lui, il guidait du monde là-bas. Là. Mais lui, il allait là pour plus longtemps que nous autres, mais on était capable de faire ce que... On aurait pu être des clients d'André Laperrière. Donc, mais on s'est organisé nous autres mêmes, donc on a dit on est capable de faire quelque chose ailleurs aussi. Et puis après ça, j'ai connu le CMC. Et puis, là, il y a quelqu'un qui nous invite d'aller dans les Pyrénées. Fait qu'on a dit, on est capable d'y aller. Ça devrait être moins dur que la terre de Baffin. Mais c'était pas la terre de Baffin, parce que il y avait des arbres là-bas. Il y avait de l'herbe, il y avait... Du relief, peut-être. Du relief. Plus, quand même, non? Pas plus de relief, parce que c'était très accidenté, la terre de Baffin. Oui. Nous, on était dans une vallée, mais de chaque côté, il y avait des montagnes assez hautes, oui. Et puis... mais il n'y a rien... J'ai fait plusieurs voyages, mais il n'y a rien qui a remplacé la terre de Baffin. C'était quelque chose d'unique, ça, dans ce que j'ai vu, là. Une révélation. Une révélation, exactement, pour moi, pour nous autres, là, notre petit groupe qu'on était, là. Puis qu'est-ce qui t'avait amené au club de montagne? Au quoi? Au club de montagne. Club de montagne? Ouais.
Qu'est-ce qui avait fait que tu t'étais devenu membre? Quand on a commencé à s'équiper, j'avais vu une petite annonce ou un dépliant qui annonçait le club de montagne. Ça ne me tentait pas d'embarquer dans un club, mais on voyait qu'on pouvait avoir un escompte dans un magasin de sport. Fait qu'on a dit, on va profiter, on va devenir membre avec eux autres, puis on va profiter. Mais après être revenu de la terre de Baffin, on a dit, on va aller les voir une couple d'années après. Et puis, mais j'ai beaucoup apprécié. C'était tous des gens de montagne, des gens qui aimaient être en forêt, et des gens qui faisaient du ski de fond, de la raquette, de la randonnée pédestre. Et puis, il y en a beaucoup qui faisaient des voyages là-dedans. Ça fait qu'on a dit, wow, on a notre monde là-dedans. Là, est-ce que je comprends bien que tu es entré membre du club, mais que ça a pris pas mal de temps avant que tu t'impliques ou que tu fasses des activités avec eux autres? Oui, c'est ça. Ouais? C'est que avec 4 enfants, on n'a pas la liberté d'aller jouer, se promener comme on veut. Ouais, je peux t'en parler. Surtout à l'époque. Oui, c'est ça. Surtout à l'époque. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était une période où c'était la plus grosse famille dans notre milieu. 4 enfants pour ma génération. Ça fait que... Puis on avait juste un salaire, fait que c'était plus difficile. T'es reparti à la chasse. Oh oui, j'en avais besoin. Mais c'est ça. Mais on réussissait quand même à s'amuser des petites randonnées à la chasse, mais j'avais aussi une maison à acheter. C'était le temps où le prix des maisons augmentait très vite dans ce temps-là. Et puis, comme on a connu ces dernières années, puis... fait qu'on pouvait pas, on n'a pas beaucoup sorti pour un certain temps. Là, avec tout ça, te vient le goût, justement, de développer les sentiers, de l'entretien des sentiers, et tu cherches comment t'impliquer. Et là, tu atterris chez Daniel Paquette en Estrie, où tu trouves une zone, justement, à entretenir. Parle-moi un petit peu de ça. Ah oui. Le CMC m'avait donné le goût de faire de la randonnée pédestre. On les avait accompagnés quelques fois dans les Laurentides, puis... surtout dans les Laurentides. Mais de partir de chez nous, j'étais de la Rive-Sud, je le suis encore, à la même place, près de McIville. Et puis, on a dit, on va aller dans les sentiers d'Estrie. Puis mon auto, on ne savait pas trop où aller. On avait des cartes. On a dit, on va aller au début du sentier, puis on va le marcher, puis on va voir qu'est-ce que ça a de l'air. On va commencer à travailler là-dedans. Puis si on rencontre quelqu'un, je ne savais pas où était l'organisation. Notre auto a fait défaut devant le bureau touristique qu'il y avait à Sutton. Fait qu'on a été porter l'auto au garage, et puis il a dit, ça va nous prendre peut-être la journée pour la réparer, il faut qu'il fasse venir des morceaux. Fait qu'on est allé au bureau d'information touristique, est-ce qu'il y a un moyen de transport pour se rendre au sentier de l'Estrie? Puis le gars, il dit, pourquoi tu vas aller dans le sentier de l'Estrie, tu vas aller marcher là? J'ai dit, je veux les connaître parce que j'ai le goût de faire de l'entretien de sentier, puis j'aimerais m'impliquer dans les sentiers de l'Estrie. Oh, il dit, c'est correct. Il dit, attends une minute. Il a appelé quelqu'un pour le remplacer. Puis là, il dit, tu vas venir chez nous. Puis il m'a t'expliquer ça, comment on fonctionne. Il est tombé sur quelqu'un qui connaissait ça. Ben, c'est quelqu'un, oui, qui quittait un peu l'entretien de sentier. Puis il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Providence. Avec la voiture qui tombe en panne. Non, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Pas de bon sens. C'est incroyable. Et qui nous a emmenés chez eux. Il y était 3 gars qui habitaient. Y avait-tu une petite larme? Je pensais que c'était une pointe. Pour commencer, j'ai dit, quelle place qui m'emmène Je comprends. Mais dans sa maison, il y avait 3 Daniel qui habitaient là, dont Daniel Martin, que lui était membre des Sentiers de l'Estrie sur le comité d'administration des Sentiers de l'Estrie. Puis lui, il y avait un sentier qui s'appelait la zone Sutton qui finissait au Mont-Écho. Là, il dit, il demande quelqu'un à partir du Mont-Écho jusqu'au Mont-Glen. Et puis, c'est juste en arrière de chez eux. Et puis, comme par hasard, le Mont-Écho était là. Et puis, fait qu'il nous a expliqué comment ça fonctionnait. Puis, on a passé la journée à prendre de la bière. Et puis, à parler de randonnée. Des fois, c'est avant de randonnée qu'on prend la bière, dans ce cas-là. Et puis, on a pogné le goût, là. Puis là, il est venu avec nous pour la première journée nous présenter. Un autre jour, il t'a quasiment dit, voici un casque et une chainsaw, puis il va t'amuser. J'étais habitué, ça faisait quelques années quand même que chez nous, je chauffais au bois. J'étais habitué avec la scie mécanique. Et puis, j'ai dit, je vais m'amuser maintenant en forêt, puis pour autre chose que du bois de chauffage. Oui, là, t'as marié ces 2 trucs-là. On est en quelle année? Ça, je crois que c'est 85-86 à peu près. OK. Fait que les sentiers commencent à se développer. Mais là-bas, là, il y avait quand même à peu près pas loin de 150 km de développé. OK. Mais il n'arrivait pas à tout entretenir. C'était des malades
de randonnée pédestre, et puis il avait le goût de ça, mais ils se mettaient ensemble pour développer une zone pendant que l'autre se fermait, puis c'était pas facile, là. Ça s'est beaucoup développé en Estrie au départ, dans la province, en tout cas, parce que c'était voisin des Anglophone. Adirondacks, des États de New York, Américain. Vermont, tout ça, où il y en avait beaucoup. Fait que les Québécois allaient faire de la rando là, puis on a voulu, dans le fond, importer cette affaire-là ici. Oui, Puis exactement. c'est comme ça que ça C'est a la commencé. suite de Appalaches. la Long Trail, Ouais. du Vermont qui traverse le Vermont. Montagne verte, là. Oui, c'est ça. Et là, donc, tu t'impliques dans les sentiers, mais tu t'impliques aussi d'une certaine façon dans l'administration, parce que là, tu es appelé à aller jouer un rôle à la Fédération québécoise de la marche. Oui, c'est ça. Oui, j'étais en 87, j'ai approché le conseil d'administration. Et puis, mais dans les sentiers de l'Estrie, quand je suis arrivé là, je suivais les assemblées qui se passaient, puis je suis entré assez vite dans le conseil d'administration aussi. J'aimais ça, faire partie de l'équipe, puis m'impliquer, puis comprendre comment ils s'organisaient. Puis là-bas, ça m'attirait plus parce que c'était du terrain là-bas. Plus qu'à la Fédération de la marche, que c'était plus du bureau. Oui, on est plus dans la planification. La planification, puis la communication avec ceux qui travaillent sur le terrain. Mais j'arrêtais pas dans les deux. Là, je suivais ce qui se passait là. Collé dur, si on peut dire. Là. Et puis, jusqu'à ce que dans les sentiers de l'Estrie, on en a fait au début des années 90. Je me souviens bien, le premier topo guide qu'il y a eu pour cette région-là. Il y avait eu des feuillets, un ensemble de feuillets qui avaient sorti avant ça. Mais là, c'était un topo guide fait par la Fédération de la marche à l'époque, avec eux autres, conjointement ensemble, qui ont fait un beau topo guide. Qui ont intégré dans le nom, je me trompe pas, Raquette à un moment donné aussi, non? Ça, c'est la Fédération de la marche, oui, c'est ça. C'était la Fédération de la marche et de la raquette. Et de la raquette, pour devenir Rando Québec oui, c'est ça. Par la suite. Là, tu es au conseil d'administration, tout le monde se regarde, il n'y a personne qui veut prendre le poste de président, et puis là, on dit, bon, ben, c'est Réal qui va s'en occuper. Non, c'est pas comme ça que c'est arrivé. À la Fédération de la marche? Oui. Ouais, non, ben, il y avait un trou, ça fait que j'ai dit, je vais y aller. Je vais y aller, c'est ça. Il n'y a personne qui voulait y aller, ben, j'ai pas d'expérience, puis j'ai dit, moi, je n'avais jamais touché très peu à une machine à écrire dans ce temps-là. Et puis, je connaissais rien. Mais j'avais un bon support autour de moi. Les gens, ils étaient là, ils ont dit, on va t'aider. On est des gens de bureau, mais on veut pas avoir ça. On peut pas, ou on veut pas avoir ce poste-là. Mais on va t'aider, puis on va te supporter dans ça. Ça fait que ça m'a permis d'avoir cette expérience-là. Et là, tu étais à la présidence combien d'années? 2 ans. C'est 2 ans. C'est des mandats de 2 ans? Des mandats de 2 ans, exactement, à la Fédération de la marche de ce temps-là. Ouais. Aujourd'hui, à Rando Québec, je ne sais pas, je pense que c'était à peu près ça, 2 ou 3 ans. Oui, c'est souvent ça. On veut une pérennité puis une continuité souvent, puis on ne veut pas changer justement à tous les années ou à tous les 2 ans. C'est pas toujours facile. Là, on va accélérer le pas un petit peu. Je veux que tu me parles, il y a du temps que tu as été là, mais en tout cas quand tu as passé à POC, sinon, tu as pris en charge le lancement du projet de Sentier national du Québec, et là, on est en 1990. Tu lances cette idée-là parce que tu aimes les longues randos, tu aimes le paysage québécois qui offre une grande diversité. Et là, tu veux que ça se fasse, que ça se produise, que ce soit une offre pour les randonneurs ici, au Québec. Exactement. Moi, j'avais pas, comme je vous ai dit, avec un salaire et 4 enfants, j'avais pas les moyens d'aller faire... j'avais pris le goût des grandes randonnées dans d'autres pays aussi, des régions éloignées. Mais j'ai dit, j'ai pas les moyens d'y aller. Ça fait qu'on est capable, avec la beauté des forêts qu'on a ici au Québec, on est capable de faire notre propre sentier. Et puis, en 89, pendant les 3-4 derniers mois, j'ai commencé à préparer un document avec une carte et puis j'ai tout sorti ce que je pouvais trouver pour dessiner le Sentier national au Québec, qui est à l'intérieur d'un sentier qui existait, l'idée qui existait d'un sentier d'un océan à l'autre, qui s'appelait l'Association canadienne du Sentier national. Mais au Québec, la Fédération de la marche faisait partie de cette équipe-là depuis quelques années, mais c'était au point mort. Fait que moi, j'ai dit, je pars avec ce dossier-là quand je vais quitter la présidence. Je m'en vais avec ce dossier-là, puis je vais le développer. On a tout au Québec pour le développer. Et puis c'est là que j'ai fait appel aux régions. Il y a quelques régions qui sont venues aux premières assemblées. Puis après ça, là, on a eu des contacts entre marcheurs. Puis je faisais de la publicité pour l'annoncer dans la revue Marche, à l'époque qui s'appelait, je me souviens plus comment, peut-être hors piste, je sais pas. Et puis, les régions, les gens de l'extérieur ont embarqué petit à petit, puis on a réussi à se réunir 8 régions pour pouvoir traverser
de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est ça. Mais même aujourd'hui, ça suit de quelques mètres, ou je dirais même pas à peu près le tracé original. Le tracé original, c'est ça. Ouais. Hey, là, on va arrêter ça. Là, on va y revenir après la chronique de notre ami Sylvain. Parce que, c'est quoi de dire, tu as pris ton bâton de pèlerin. Il y a des défis quand même qui se pointent quand on a un projet comme celui-là, parce qu'on touche à plusieurs territoires. Là, de l'autre côté de la pub, reste là, parce qu'on parle de Malte avec Sylvain. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Mr. Bouchard. Oui. Je suis toujours excité. C'est vrai, hein? Ben, Écoute, j'en sois apprends à excité. chaque fois, puis après, je fais mon frais. Ça, OK, ben oui. avec les chums, Mais je suis content que tu dises ça parce que moi, ça fait plusieurs années que j'aime dire que je transmets mes connaissances et que je fais de la promotion, mais surtout de l'éducation populaire alentour de la bière. Et je suis toujours content de savoir qu'il y a des gens qui utilisent les nouvelles connaissances acquises pour continuer, parce qu'on a fini avant la pause en parlant du bâton du pèlerin, là. C'est ça, fait que go, vas-y, envoie, propage. et question de faire un lien, Ouais. Réal, toi t'as dit, je vais mettre mon grain de sel, puis il va rester quelque chose après que je sois à la présidence. T'as décidé d'entreprendre le Sentier national version Québec. Aujourd'hui, on va parler de grains. Oh, tabarnak. tu me c'est ça. Alors, on va parler de grains parce que depuis qu'on est ensemble, Alexis, on parle de temps en temps des styles, on a parlé de la fabrication de la bière, mais il y a un élément tellement important dans la fabrication de la bière. Il y a 4 ingrédients, l'eau, la céréale, le houblon et la levure. Et de tous ces éléments-là, l'ingrédient le plus important, c'est la céréale. Et c'est de ça dont j'ai le goût de vous entretenir aujourd'hui. La céréale, pour brasser de la bière. Alors, c'est quoi la différence entre une bière et... Non, qu'est-ce que la bière? La bière est un liquide alcoolisé. L'alcool vient par la fermentation. Qui dit fermentation dit quelque chose qui initialement était sucré, sous l'action d'une levure ou d'un micro-organisme, a été transformé en alcool. Alors, quand on parle de vin, la source de sucre, c'est le raisin. Quand on parle du cidre, la source de sucre, c'est la pomme. Quand on parle d'hydromel, eh bien là, on est dans le miel. C'est le sucre du miel qui devient l'alcool. Pour la bière, la source du sucre, c'est la céréale. La céréale, c'est sucré. Il faut penser à Fruit Loops, hein? Si tu veux. Non, bon, OK, blague à part. La céréale Défi pour un microbrasseur ici. Ah, ben voilà. Pensez au maïs. Le maïs est une céréale. C'est très sucré. Le pablum qu'on donne aux enfants, là, aux nouveau-nés, c'est vrai. c'est sucré. Alors, la céréale, quelle qu'elle soit, contient du sucre et c'est ce qui est à la base de la bière. Aujourd'hui, toutes les bières modernes sont brassées avec une céréale qui est de l'orge. Initialement, si on remonte à il y a 6 000 ans, 8 000 ans, 10 000 ans, dans chacune des régions de tous les continents, les gens utilisaient la céréale locale. Donc, c'était pas toujours de l'orge. Mais aujourd'hui, de façon moderne, l'orge est la céréale. On peut utiliser d'autres céréales dans la bière qu'on ajoute à l'orge. Donc, quand on parle d'une bière comme une blanche belge, comme la blanche de Chambly, on parlait d'une bière de blé. Eh bien, dans les faits, c'est une bière d'orge à laquelle on ajoute du blé. Quand on parle souvent des bières stout, les bières anglaises, stout, S-T-O-U-T, ah ben ça, on va dire, c'est des bières d'avoine. Ouais, mais il y a 15-20% d'avoine. La base, c'est de l'orge et à l'orge, on ajoute de l'avoine. Donc, aujourd'hui, parlons du grain de céréales. La céréale fournit le sucre qui deviendra l'alcool. Lorsqu'on la sort du champ, cette céréale, l'orge, on peut pas vraiment l'utiliser pour faire de la bière. Le sucre qu'elle contient n'est pas fermenticible. Ça veut dire que le sucre, il y en a, mais il se transformera pas en alcool. Les levures sont pas capables de convertir le sucre en alcool. C'est une structure moléculaire qui est beaucoup trop complexe. Donc, avec différentes étapes, dont le maltage et l'ébullition de la céréale ultimement, on va transformer le sucre en alcool. Donc, la première étape, une fois qu'on sort l'orge du champ, ça va être de malter la céréale. Le maltage, vite fait, on met le grain de céréale dans l'eau.
On va le laisser germer pendant quelques jours, 3, 4, 5 jours. Donc, le grain de céréales va faire un petit germe, il va amorcer une transformation moléculaire qui va nous permettre éventuellement de transformer la céréale en alcool. OK, là, tu m'apprends ça. Là. Donc, pour brasser de la bière, j'ai besoin de céréales, mais j'ai besoin d'une céréale qui a été maltée. Donc, le malt, c'est la transformation de la céréale dans d'un nouvel élément qui s'appelle le malt, qui est une céréale transformée. Après le maltage, le malteur va cuire la céréale pour la sécher. On va sécher la céréale pour débarrasser le grain comment on appelle le germe qui va être apparu parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va arrêter la cuisson du grain, donc le maltage. Juste, on va sécher la céréale, on va le cuire on va la cuire très légèrement. Donc, la céréale, à la base dans le champ, quelle est la couleur de la céréale, messieurs, je vous le demande? Blanche. Ben, c'est blanc, c'est doré. Hein, comme le maïs, c'est doré, l'orge, c'est doré, le blé, c'est doré. Et on va cuire juste assez pour pas changer la couleur. Donc, pour brasser de la bière... Y a-t-il un lien à faire avec le café, par exemple? Oui, tout à fait. Ah oui, merci de me l'amener. La torréfaction qu'on va appliquer sur le grain de céréales est la même qu'on utilise avec le café ou le cacao. Donc, un grain de café n'est pas brun, un grain de café est vert. C'est la cuisson du grain de café par torréfaction, la cuisson, qui va changer la couleur, brun pâle, brun foncé, jusqu'à noir, noir foncé. On va faire la même chose avec le cacao. Le cacao, on va le cuire. Donc, pourquoi il y a du chocolat brun et du chocolat noir? Ben, en gros, c'est la puissance de la torréfaction, le temps ou la chaleur qui va changer la couleur du grain de cacao. C'est la même chose avec la céréale. Donc, au départ, ma céréale qui sort du champ, je vais devoir la transformer en malt en faisant germer le grain. Pour cesser la germination, je vais cuire ma céréale. On va la cuire très légèrement. Tellement légèrement que ça ne va pas changer sa couleur. La céréale reste blonde. Devant vous, bon, ceux qui écoutent en ce moment, vous pouvez pas le voir, mais... Oui, ben vous allez pouvoir le voir sur le diaporama. Je vais vous mettre la petite photo de ça. J'aime la modernité de la chose. Donc, si vous regardez devant vous, messieurs, il y a 3 verres avec des grains de céréales dedans. Les céréales que vous voyez, c'est de l'orge. Et cette orge-là a été torréfiée, a été cuite à différentes étapes, différents degrés, différentes températures. Donc, si vous voyez le premier verre, et je vous inviterai même à y goûter, vous pouvez prendre 2-3 grains et goûter. Alors, ce que vous avez, c'est de l'orge maltée, pâle de base. Et pourquoi je dis malt pâle de base? Ce que vous allez goûter à l'instant, c'est, je vais mettre un chiffre qui n'est pas le bon, là, mais c'est 99,8% des bières sur la planète est faite essentiellement avec ce que vous mangez en ce moment. La base de toutes les bières, c'est de l'orge pâle de base. Ce que vous pouvez voir, bon, on voit la forme, c'est un grain d'orge. On voit pas le maltage parce que la germination, le germe, on l'a enlevé. On voit qu'il a la bonne couleur, il est pâle. Quand vous y goûtez, c'est un peu sucré. C'est un peu sucré et c'est exactement ce sucre-là dont on a besoin pour faire de l'alcool dans la bière. Donc, la base de toutes les bières, quelle qu'elle soit, le style, la provenance, aujourd'hui, en 2023, c'est de l'orge pâle de base que vous venez de manger à l'instant. OK. Fait que là, ça goûte quoi? Toutes les réponses sont bonnes. Vas-y, Montréal. Bien, c'est un goût que j'ai pas goûté à ça souvent. OK. C'est la première fois, mais... Ben oui, autrement, j'aime ça. tu pourrais te mettre à hennir. C'est comme un cheval qui mange de la ouenne. Mais j'aime ça. Ben, C'est doux. C'est ça, c'est doux, ça n'a pas un goût prononcé. Non, ça n'a pas un goût prononcé. Et ce qu'il faut voir et retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est que la céréale qu'on utilise pour faire la bière, c'est de l'orge. L'orge doit être maltée, donc il a été germé. Pour arrêter la germination, on va cuire le grain d'orge, pas assez pour changer sa couleur, et vous allez vous ramasser avec une bière blonde. Donc, pourquoi y a-t-il des bières blondes? Eh bien, essentiellement, c'est parce que la céréale, l'orge, a été maltée et n'a pas été cuit assez pour changer la couleur de la bière. Donc, si vous regardez la bière que je vous sers en ce moment, qui est une superbe bière brassée par Ralbock qui est à Montjoly, la bière s'appelle Monsieur Madame. C'est ce qu'on appelle une Kölsch, K-O, accent circonflexe, L-S-C-H. C'est un style de bière allemand qui est une... Kölsch. Et non, ben, il y en a qui disent, dans les faits, les anglophones vont dire Kölsch, les Allemands disent Kölsch, c'est comme plus un A-E-E-U, Kölsch, une Kölsch. Alors, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est une ale blonde
qui goûtent pas grand-chose. C'est les bières de soif qu'on connaissait jusque dans les années 90, avant l'avènement des microbrasseries, étaient essentiellement des bières blondes dont le goût de la céréale est très, très peu présent. Parce que ce qu'on aime de la céréale, c'est qu'elle nous donne du sucre, et ce sucre-là devient de l'alcool. Il reste pas grand-chose. Donc, dans les bières blondes conventionnelles, il y a peu de goût. Le seul goût qu'on retrouve est celui du houblon ou de l'alcool, mais la céréale est pas très... on peut pas identifier facilement la saveur de la céréale. Donc, la bière que vous avez en ce moment, Monsieur, Madame de Brasserie Ralbock, Saint-Jean-Port-Joli, je veux pas que vous attardiez au nez, parce qu'on est vraiment dans la saveur de la céréale. Goûtez la bière. Et là, vous allez voir. Quand tu dis que ça goûte pas grand-chose, c'est pas nécessairement négatif. Non, c'est pas négatif. s'entend-tu? Non, tout à fait. Merci de le rappeler, Alexis. C'est pas négatif parce que je suis un peu contre la pornographie qu'on retrouve dans la bière en ce moment. Les gens recherchent du gros jus, de l'acidité, de l'amertume, de l'alcool. Mais mon Dieu, où est la subtilité et le raffinement? Où est la sensualité? Et là, quand on goûte les bières blondes bien faites, on n'a pas beaucoup de goût, mais on a du goût. Et si vous goûtez cette bière-là, vous allez voir, c'est tout en douceur. Oui, c'est en douceur. Moi, j'aimerais ça. Je prendrais ça l'été dans les grosses chaleurs. Ça me rafraîchirait. Là. Ben, je suis content que tu dises ça, Réal, parce que c'est ce qu'on aime des bières blondes, qu'on dit les bières de soif. Elles ont pas beaucoup de goût. Le goût de la céréale qui contenait le sucre est devenu un peu d'alcool. Il y a un peu doublon, ça a 5% d'alcool. C'est tout doux. C'est pas lourd parce que c'est pas trop sucré, c'est pas trop amer. Et là, on le voit bien dans cette bière-là. Bière blonde parce que céréales pas très rôties. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ben, un petit goût léger de céréales. Et certaines personnes vont dire que ça goûte un peu le foin. On a un petit côté un peu herbacé qui vient plus des houblons dans ce cas-ci. Mais là, elle n'est pas très froide. J'imagine que si on la sent en bière de soif, entre guillemets, très froide, en été, elle va goûter un peu moins encore. Elle va goûter moins. Et c'est la raison pour laquelle je voulais pas servir froide. Quand on sert une bière, un vin, quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une orange ou une tarte aux pommes, trop froide, on perd de la saveur. Et la saveur qu'on perd, c'est le sucre. Et dans la céréale, qu'est-ce qu'on aime? C'est son côté sucré. Donc, si je vous avais servi cette bière-là trop froide, vous auriez complètement perdu tout l'essence du goût de la céréale, puisqu'elle a peu de sucre, puisque le sucre est devenu de l'alcool, donc il reste pas grand-chose. Le fait de la servir un peu plus chambrée va permettre de rehausser un peu la saveur de la céréale dans ce cas-ci, puisque c'est une bière blonde. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait d'avoir non pas trop cuit la céréale nous donne une céréale blonde et on a une bière blonde. Dans mon processus de maltage, j'ai transformé ma céréale en malt. Je l'ai commencé à le torréfier. Au lieu d'arrêter la cuisson, je vais continuer la cuisson. Là, je continue à cuire. La céréale contient du sucre. Je continue à cuire quelque chose de sucré. Qu'est-ce qui se passe quand on cuit quelque chose de sucré? Eh bien, ça devient plus sucré. Le sucre de la céréale, sous l'action de la chaleur, va sortir du grain. Et la céréale va devenir plus sucrée. Et pensez à une pomme que vous mettez dans une casserole et que vous cuisez sur la cuisinière. Elle devient de plus en plus sucrée alors que vous ajoutez pas de sucre. C'est ce qui va se passer avec la céréale. Donc, au fur et à mesure où le malt, on le cuit, on le torréfie, il va changer de couleur. Il va devenir un peu plus foncé. Regardez le deuxième verre que j'ai mis. Le sucre s'extériorise. Et non seulement la céréale va dorer, brunir un peu, elle va devenir plus sucrée. Alors, je vous inviterai à goûter le deuxième malt qui est là, où on voit qu'il est un peu plus foncé. Et en même temps, je vais vous servir une bière qui est faite par la brasserie Mélile à Terrebonne. J'adore ce que Mélile font. Ils sont toujours dans des styles très classiques et ils brasse tellement bien, et c'est ce qu'on appelle une rousse irlandaise. Quand les rousses sont devenues au Québec il y a une vingtaine d'années, toutes les rousses étaient des Irish Red Ale, des rousses irlandaises. Pour n'en nommer qu'une, la Rickards Red, que tout le monde a connue, c'était une rousse irlandaise. Ce qu'on aime des rousses irlandaises, pourquoi les gens ont aimé ça alors qu'à l'époque, les gens buvaient peu de microbrasserie parce que ça avait trop de goût? Les dames qui ne buvaient pas de bière se sont mis à aimer les rousses parce qu'elles n'étaient pas amères. Et pourquoi elles n'étaient pas amères? Parce qu'elles étaient plus sucrées. Pourquoi les rousses sont plus sucrées? Eh bien, parce que lorsqu'on va cuire la céréale et qu'elle contient du sucre, au fur et à mesure où on la chauffe, elle devient
de plus en plus sucrée. Et la céréale, non seulement devient plus sucrée et plus foncée, c'est ce qui fait qu'on a des bières rousses. Je vous invite à sentir cette bière-là. Vous allez voir, ça sent le caramel. Et si vous la goûtez, non seulement vous avez l'odeur de caramel, mais vous allez voir, c'est un fond de céréales, c'est dodu, c'est rond, c'est un peu sucré, mais ça goûte surtout le caramel. Donc, pourquoi certaines bières sont sucrées? Pourquoi sans ajout de fruits? Pourquoi certaines bières dont les rousses sont tellement sucrées? Eh bien voilà, c'est parce que la torréfaction et la cuisson du malt les rend plus sucrés et c'est ce qui impacte la couleur de la bière. J'adore celle-là. C'est bon, hein? Ouais. J'adore les bières de Mille-Îles. Celle-ci, si vous jamais voulez la retrouver, c'est la Red Ale rousse irlandaise de la brasserie Mille-Îles de Terrebonne. On peut continuer à cuire la céréale. Et non seulement la céréale va devenir de plus en plus foncée, mais le sucre qu'elle contient va se mettre à cuire et cuire et cuire. Alors, pensez à votre pomme qui est dans la casserole. Elle devient de plus en plus foncée, de plus en plus sucrée, puis à un moment donné, elle va brûler. Elle disparaît. Oui, elle va rapetisser beaucoup, mais surtout le sucre il va brûler. Ça va goûter le toffee, ça va goûter le caramel brûlé et ultimement, ça va goûter brûlé. On fait la même chose avec la céréale. On va la cuire jusqu'à la brûler et détruire tous les sucres qu'elle contient. Et qu'est-ce qui va se passer? Ma céréale ne pourra plus fournir le sucre qui se transforme en alcool. Donc, la base de ma bière sera une bière de grains blonds auquel j'ajouterai un peu de malt brûlé pour faire quoi? Pour changer la couleur de ma bière et son goût. Donc, la rousse que vous venez de boire, c'est 80% de malt pâle de base auquel j'ai ajouté 20% de malt caramel. Et bien là, je vous présente une bière qui est une bière noire. Non, ce n'est pas un stout ou stout, comme les amis français diraient. La plupart des bières noires au Québec que les gens consomment sont des bières noires qu'on appelle des stouts anglais. Ce n'est pas un stout anglais, c'est une nouvelle bière qui vient d'être lancée par la brasserie Sapporo, qui est une lager, alors que les stouts, ce sont des ales. C'est une lager noire que les Allemands appellent Schwarzbier. Alors, c'est une Schwarzbier, et si vous regardez la couleur, c'est tout à fait noir. Ah oui. La base de la bière, malt pâle de base qui a donné de l'alcool. Je vais mettre un petit 10% de malt caramel qui va donner un bon goût à ma bière sucrée et je vais rajouter 5-10% d'un malt brûlé noir qui va amener des notes de quoi? De café, de chocolat. Et c'est pour ça que les bières noires ont souvent cette impression de brûlé amer de café, de cacao. Alors, la bière que vous avez, qui est la Sapporo noire, Sapporo Black, si vous la regardez, elle semble tout à fait noire, mais dans un reflet de lumière, vous allez voir, elle a un beau fond rouge, elle a un malt roux. On a une belle mousse aussi. Elle a une superbe mousse pour une lager, ce qui est plutôt rare. Et si vous la goûtez, vous allez voir, c'est tout en douceur. Oui, c'est très pétillant. Très surpris, oui. Très pétillant, alors que la plupart des gens ont peur des bières noires. Les ales sont peu gazeuses. C'est le cas des stouts. Alors qu'ici, vous avez une lager très pétillant, désaltérant. On n'est pas juste dans le grain brûlé. On a un bon fond de malt caramel, même si la bière est noire. Et en finale, on a quoi? Un peu de chocolat, un peu d'amertume. Et on goûte bien la céréale grillée. Si vous avez pris le temps de goûter le 3e verre qui contient les graines devant vous, vous allez voir, la céréale, elle est pas noire, elle est brune. On goûte vraiment, on n'a plus de sucre du tout. Et voilà, on le retrouve dans notre verre. Voilà à quoi servent les maltes dans la bière, la couleur, le sucre, le goût. Fantastique. Wow. Merci Sylvain Ça pour fait ces plaisir. enseignements, toujours très précieux. On retourne à notre bâton de pèlerin avec Réal. Là, on est dans le Sentier national du Québec qui est en plein développement. On a lancé l'idée, on a déjà présenté un premier tracé potentiel. J'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts. Là, il y a des grands défis auxquels on doit faire face. Oui, des défis, j'ai décidé qu'ils soient moins grands parce qu'avec le tracé, j'ai cherché plus de sentiers qui étaient sur des terres publiques, tels des parcs, des réserves fauniques, le maximum possible. Puis on a été chercher aussi des sentiers existants entre les deux. Donc, c'était déjà une bataille de moins, ou une approche de moins à faire, moins difficile à faire. Fait que je suis parti avec ça. Puis il y a des régions qui étaient déjà... il y avait déjà des sentiers qui étaient dans l'alignement, qu'on a pu aller chercher, dont le sentier de Matawini, qui a été le premier, et le sentier Intercentre aussi, qui était juste dans la ligne, puis qui faisait le lien entre deux régions.
Donc, ça a bien donné. C'était des gens d'expérience aussi. Donc, avec ces gens-là, on a pu aller chercher, profiter de leur expérience pour pouvoir avancer dans le développement des sentiers. Est-ce qu'il y a des portions de notre ami fondeur Jack Rabbit dans les Laurentides qui ont été utilisées pour ce sentier? Non, pas tout à fait. On n'était pas dans le même alignement. Mais j'ai quand même travaillé un petit peu dans le sentier en faisant de l'entretien avec le CMC. Là, puis ça me faisait... le cœur me déchirait quand je voyais tout le travail qu'il a fait. Et puis, on perdait des bouts de sentier à chaque année parce qu'il y a des gens qui achetaient des terrains dans ces coins-là. Puis, les gens, ils refusaient que le monde passe. Pourtant, c'était un sentier patrimonial. Ça, c'était important qu'il soit là. Mais les gens, ils étaient pas... Quelqu'un qui est loin de la randonnée pédestre ou qui fait pas d'activité physique ne comprenait pas l'importance de ça. Tout à fait. Et de là, l'idée de ton côté de dire je vais regarder des terres publiques d'abord parce que je veux pas me battre avec, en tout cas le moins possible, avec des propriétaires privés pour avoir des droits de passage. Oui, c'est ça. Mais la façon qu'on a fait aussi, j'ai dit je vais m'associer avec des municipalités et puis des MRC pour qu'on choisisse un corridor dans lequel on peut passer. Et puis, eux autres, ils connaissent de toute façon, ils savent ce qui s'en vient dans leur municipalité, dans les développements. Puis, ils sont capables de nous dire, allez plus vers la gauche que vers la droite. Et puis, de cette façon-là, on a moins d'obstacles. Donc, en travaillant avec eux autres, ça va mieux, là. Puis, on était rendu quand même, dans les années 90, mais on était rendu là, je pense, de travailler. J'avais vu que les Sentiers de l'Estrie, comment ils travaillaient avec les propriétaires. Et puis, c'était formidable de voir la communication qu'il y avait entre les deux. Et puis, ils respectaient beaucoup les propriétaires. Puis, les propriétaires, voyant que les gens, les randonneurs, les respectaient, bien, ils acceptaient que les marcheurs puissent y aller. Alors que dans les Laurentides, les gens essayaient de protéger un sentier où des nouveaux propriétaires ne comprenaient pas. Puis, ils voulaient pas non plus comprendre. Ils voulaient avoir leur petit coin de sauvage. Et puis, tassez-vous, c'est moi qui s'en viens là. Je trouvais ça, c'était déchirant de voir ça. Et là, ton constat 30 ans après ce lancement de projet? Bien, ça va bien parce qu'on est rendu on est dans les 8 régions. Mais c'est sûr qu'on en perd quand même un petit peu. Très peu, je vous dirais, peut-être même pas 1% de ce qu'on a développé. Parce qu'il y a des nouveaux promoteurs qui arrivent et puis qui veulent développer des terrains, mais ils savent pas que dans le fond, s'ils développeraient un terrain avec un sentier déjà récréatif sur le terrain, ça a presque une double valeur. Ça, c'est une étude que j'ai vue par le gouvernement fédéral. Et puis, ils avaient fait leur étude aux États-Unis qui avaient une plus longue expérience que nous devant les sentiers. Mais ils comprennent pas qu'ils pourraient vendre le terrain plus cher. C'est une richesse. Ben oui, c'est une richesse certaine, parce que ceux qui vont aller se chercher un terrain pour avoir un chalet, souvent, c'est des gens rendus à un certain âge que ils veulent profiter de la nature pour faire une activité physique, un peu de récréation, et puis ils veulent s'approcher le plus possible sans prendre leur voiture autant que possible. Ils sortent de la maison, puis le terrain, le sentier, il est tout près au bout de leur terrain. Là. Si on prend le point A jusqu'au point B, là, il nous manque quel pourcentage pour le compléter à peu près? Bien, moi, je vous dirais, dans notre point de départ, quand on a commencé ce projet-là, d'un océan à l'autre, nous, c'était pour rattacher le Nouveau-Brunswick. Quand j'ai quitté la direction, c'est la direction bénévole, j'ai toujours été bénévole là-dedans, il y a à peu près, je ne sais pas, environ 7 ans, nous, on avait un projet de 1600 km et puis on avait 1000 km, 1050 km de fait. Donc, on avait une bonne partie de fait. Mais après, quand Rando Québec, c'est-à-dire la nouvelle équipe qui est arrivée, ont changé le nom, ils l'ont appelé Rando Québec. Et puis, il faut évoluer à un moment donné. Et puis, eux autres ils sont associés avec le SIA. Maintenant, le sentier va jusqu'à Forillon. Et puis, je ne sais pas, je sais pas trop quelle longueur il va avoir, mais ils ont presque 1700 km de développer présentement sur peut-être 2500. Là. Ça fait que c'est à peu près la même chose, là, mais c'est ça, c'est pas complété. On a encore du chemin à pour pas dire, on n'a pas encore c'est-à-dire on a encore du sentier à faire. OK, je rembobine. J'aimerais ça qu'on termine Réal avec les grands conseils. Les grands conseils du grand sage, disons-le comme ça.
Je sais que c'est quand même récent qu'on parle de sans trace, mais c'est une chose qui pour toi est très importante et que tu as à cœur. Oui, le sans trace, c'est important parce que en travaillant dans les sentiers, on s'aperçoit... Excuse-moi, sans trace? C'est des lettres, c'est quoi sans trace? Tu fais bien de nous ramener à l'ordre parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est moi, ça. Ben, Sans Trace, ça vient d'un programme américain à la base. Okay. Mais l'organisation Sans Trace Canada, on en a une ici, qui est une organisation à but non lucratif, mais ça établit 7 grands principes. Si on veut en savoir plus, ben c'est facile, c'est centrace.ca. Alexis le randonneur est un partenaire d'ailleurs de Sans Trace Canada. Je te laisse exposer, Réal, là-dedans, dans le Sans Trace, tu as quelques points quand même importants pour toi. Oui, c'est ça, c'est que quand on développe un sentier, on veut qu'il reste le sentier, mais il faut le protéger. Il faut protéger la forêt, puis il faut apprendre à protéger, on le sait de plus en plus avec le COP 15 qu'on vient d'avoir, là, puis il faut protéger la nature, que ce soit l'air, l'eau, la terre. Puis dans le sentier, ben il faut protéger le sentier. Moi, je trouve que c'est important que les gens aillent prendre un cours chez Sans Trace pour apprendre à protéger davantage. Moi, juste dans les sentiers, par exemple, on voit un trou d'eau, un petit trou d'eau. Il n'y aura pas de trou d'eau creux dans des sentiers. Mais si on voit un petit trou d'eau, je conseille aux gens de passer dedans et non de passer de chaque côté. S'ils passent de chaque côté, le trou d'eau, ça élargit et ainsi de suite. Et puis là, on va se ramasser avec un trou de 50 pieds de large et puis on endommage davantage. C'est mieux de le rapporter au gestionnaire et puis qu'il fasse la correction. Puis après ça, pour pouvoir, ou qu'il fasse une sortie de cette eau-là, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Ah, mais c'est un bon exemple parce que là, on empiète sur la flore autour, la nature. Donc, c'est quoi? Sans Trace, c'est un protocole de Ce sont des principes, des principes de conservation de l'environnement. Donc, c'est un cadre qui dit, voici ce qu'on devrait faire. Comment on peut être comme être humain, comme randonneur dans la nature sans laisser aucune trace dans notre passage? Ne pas faire nos besoins proches d'un sentier. Éloignez-vous à 100 mètres. Évidemment, il a rapporté les déchets. D'ailleurs, des feuilles, il y en a dans tous les arbres. Là. Exactement. Ouais, puis on se promène aussi avec une petite pelle de jardin, puis on creuse quand on a des besoins à faire, puis on refait. Okay. Parce qu'il y a des gens qui vont repasser assez... Donc, il y a des gens qui jouent au golf, il y a un protocole, il y a un décorum. Sans Trace, c'est un peu le décorum du randonneur et du gestionnaire de sentier. Oui, pas mal ça, exactement. Tout à fait. C'est vraiment de l'éthique, hein? C'est de l'éthique, exactement. Wow. Et là, tu me parlais, hors micro, les feux, qui est un problème récurrent. On a un problème, c'est ça. Au Québec, il n'y a rien de plus accueillant qu'un petit feu, là. Veiller autour d'un feu, c'est très intéressant. Mais dans la forêt, il n'y a rien de pire pour mettre le feu, c'est ça. Je n'ai jamais faire de feu sur une couche d'humus. Puis les gens ne connaissent pas souvent la couche d'humus. Ils ne savent pas c'est quoi au juste. Informez-vous auprès des gestionnaires de sentiers ou quand vous arrivez à un accueil, demandez de l'information ou prenez Internet et informez-vous sur la couche d'humus. C'est quoi? Il faut faire un feu sur du minerai autant que possible. Autant que possible. Toujours sur du minerai. Parce que ça brûle pas le minerai. Mais s'assurer aussi qu'il n'y a pas d'humus trop proche. Parce que j'ai eu affaire à éteindre un feu parce que le minerai, les couches d'humus étaient trop proches, mais assez loin pour ne pas que ce soit visible à l'œil. Puis à un moment donné, je suis arrivé quelques heures après que les gens étaient partis, puis la forêt est en train de prendre en feu. J'ai pu l'éteindre. Wow. Mais aussi pour la sécurité des gens, moi je leur conseille de marcher quand c'est un sentier qui est pas très balisé, pas très entretenu, de marcher avec des lunettes, se protéger, parce qu'il y a une petite branche qui peut arriver dans l'œil de quelqu'un, une personne. Hein, tu as beau l'avoir dans juste un œil, tu ne verras pas avec l'autre œil, à moins de le boucher comme il faut, puis c'est très désagréable. Mais les gens, j'aimerais qu'ils apprennent aussi à se lever la tête quand ils marchent. Il y a souvent, c'est vivant un arbre, puis il y a souvent une branche de... Lâchez vos bottines. Oui, c'est ça. Regardez en haut au lieu d'en bas. Puis s'il y a une branche qui est pour tomber, des fois, si elle est sur le bord de tomber, faites le tour de l'arbre. Vous pouvez passer dans le bois pour votre sécurité autant que possible. On pourrait même traîner un petit sécateur avec soi pour des plus petites branches. Couper les petites qui peuvent nous tomber dans l'œil à un moment donné ou tomber dans l'œil de notre enfant en arrière de nous, un autre randonneur. Ça coûte pas cher un petit sécateur. On est capable de faire beaucoup avec ça. En tout cas, ramasser des branches à terre quand il y en a au lieu de lever le pied.
là. Moi, je marche depuis 2 ans et je te confirme que j'ai encore pas pris ce genre de sentier-là. Ouais. Si je vais dans des endroits plutôt connus, ou marcher dans telle région, mais j'imagine... Et je fais ça, je vois une branche, je la mets de côté, Naturel. mais il n'y a jamais de branche qui m'arrive dans l'œil. Je pense qu'il va falloir que j'élargisse mon spectre de sentier. Absolument. Puis écoute, il y a des solaires maintenant qui s'adaptent à la luminosité. Fait que on est dans le bois, c'est presque transparent. On sort du bois, ça s'adapte au soleil. Donc, il y a plus de raison maintenant. Quand t'as commencé en 72, c'était pas ça, hein? Ah non, Pas tout à fait. portait des grosses lunettes de ski dans ce temps. Ah, même pas! Même En pas. jeans sans gogoune, Ah, tu disais? ouais, c'est ça. Hey, ça termine notre balado. Merci, Réal. Un plaisir, vraiment, de t'avoir reçu. Un pionnier. Un pionnier. Moi, j'aurais fait 1 heure de plus, mais qu'est-ce que tu veux? On est. C'est on quoi, est Alexis? limité. Je vais te le dire, là, je suis vraiment content parce que Réal, c'est l'ancien temps. Tu sais, il est encore très actuel, mais ça fait pas longtemps. C'est comme dans le milieu de la bière. Les jeunes pensent qu'ils ont accès à plein d'affaires, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont défriché, il y a des gens qui ont semé ce qu'on retrouve en ce moment. Puis de t'avoir ici sur le podcast, je suis vraiment content. C'est pas obligé de la performance. T'sais. Oui, tu l'as déjà été, tu l'es plus, mais tu as tellement fait pour avancer. Il faut pas oublier ce que les pionniers ont fait. Et je suis vraiment content de t'avoir vu aujourd'hui. Exactement. Quand on dit un sentier patrimonial, par exemple, là, ben il y a quelqu'un qui l'a fait en avant de nous autres, puis ça fait pas si longtemps. Il y a un gars qui est notre patrimoine. Oui. Qui est devenu Ouais, patrimonial, exactement. lui aussi. Un plaisir, vraiment un honneur. Un honneur, Merci je dirais, beaucoup Réal. pour cette Merci, entrevue. Sylvain. Ça fait plaisir, Alexis. Sylvain Bouchard, sommelier ambiant. Merci à nos commanditaires Unibrou et Telloc. Quant à moi, je t'invite à m'écrire si tu as des suggestions d'invités ou des questions, pourquoi pas, à lr@alexislerandonneur.com. Et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et, nouvellement, oui, TikTok. @Alexis le Randonneur. Alors, c'est facile de me suivre. Merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu Sommet ou Collet. Je te dis à la prochaine et surtout, top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.